As-tu déjà entendu cette petite voix dans ta tête qui te dit « Je ne suis pas assez bien » ou « Je ne vais pas y arriver ». Ces pensées qu'on appelle croyances limitantes influencent ta vie bien plus que tu ne le penses. Par exemple, quand j'étais jeune, tout le monde voulait que je fasse du basket parce que je suis grande, alors que moi, ce que j'aime, c'est la danse. Finalement, je n'ai jamais fait de basket, mais cette phrase martèle toujours mon esprit. Est-ce que j'aurais loupé ma vocation ? Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Alors comment une phrase devient une croyance limitante ? Mais comment ces phrases deviennent-elles des croyances alors qu'en réalité, c'est lorsque tu adhères à ces idées qu'elles prennent tout leur pouvoir. Toutes ces petites phrases que tu peux entendre, parfois une seule fois et parfois à répétition, vont s'intégrer en toi. Et pour que ça devienne une croyance limitante, en plus de l'avoir intégrée en toi, tu vas adhérer à cette pensée, à ces mots entendus. Je ne suis pas assez bien pour qu'on m'aime, je dois toujours faire plus. Les autres sont mieux que moi. Et cela va devenir ta conduite dans la vie parce que tu vas y croire. Alors bien souvent, ces croyances s'installent parce que tu les entends à répétition, comme je te l'ai dit, mais elles peuvent aussi être dites une seule fois et nous marquer à vie, qu'elles soient dites sérieusement. Par exemple, une phrase que moi j'ai entendue par un professeur au collège, « Toi, tu ne feras jamais de hautes études » ou, sur le ton de la rigolade, « Ah, mais toi, tu es comme ça », en essayant de m'enfermer dans une façon de fonctionner. Toutes ces phrases peuvent nous marquer à vie comme au fer rouge. Elles ont souvent une connotation négative ou fataliste qui semble indiquer que l'on n'y peut rien et que ça ne pourra pas changer. Exemple, je n'ai jamais de chance, jamais 203, le souci est nécessaire à la vie. Et pour toi alors, comment ça se passe ? Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les 3 phrases que tu te répètes souvent et qui pourraient être des croyances limitantes. Et l'impact émotionnel dans tout ça ? Il suffit qu'au moment où tu entends la phrase, on soit un peu fragile émotionnellement. Et bien ça va nous percuter directement en nous et toucher une partie de nous qui se dit « mais c'est vrai ce qu'il ou elle est en train de dire ». Et voilà, c'est intégré en nous. Les croyances limitantes ne viennent pas toujours de phrases explicites. Elles s'installent aussi par mimétisme, en observant notre entourage. Dans la famille, par exemple, la répartition des tâches hommes-femmes, la façon de gérer les émotions. À l'école, le modèle d'apprentissage, l'attitude des enseignants. Et dans notre cercle social, la manière dont les autres se comportent et réagissent. Ou bien encore la façon de créer des relations et d'exprimer ses besoins avec les autres. Par exemple, si dans ton entourage, les personnes répondaient à la question « ça va ?» par un « oui, ça va », peu importe la situation réelle de la personne qui répond. Et bien là, tu vas intégrer qu'on ne raconte pas nos problèmes parce que la croyance limitante est qu'ils ne sont pas intéressants ces problèmes, parce que ça va gêner la personne en face, ou encore parce qu'il faut faire croire que tout va bien. Et tu auras plein de croyances derrière tout ça.
Bien sûr, d'autres éléments peuvent entrer en compte dans cette intégration des croyances. Par exemple, lorsqu'une croyance limitante nous protège d'une situation désagréable ou douloureuse, elle se renforce. Si, en évitant de parler en public, tu ressens moins d'anxiété, la croyance « je ne suis pas fait ou faite pour parler en public » devient encore plus ancrée. Et c'est ainsi qu'un cercle vicieux s'installe. Et en plus, les croyances limitantes ne viennent pas seulement de l'extérieur. Nous nous en forgeons aussi à partir de nos expériences de vie. Nous analysons inconsciemment notre vie, nos réactions, nos émotions, et nous en faisons un guide personnel de fonctionnement. Entre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, nous créons cette matrice de notre personnalité dans laquelle on va se mouler pour éviter les écueils et les échecs. Et progressivement, ces croyances vont guider nos vies, vont dire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui nous est interdit parce que c'est inaccessible avec notre programme actuel. Et c'est ainsi que la croyance devient limitante parce qu'elle va nous diriger et nous freiner ou nous bloquer pour atteindre nos objectifs de vie, que ce soit un examen à passer, une prise de position ou encore devoir s'exprimer à l'oral et donner son avis. Alors, quel est l'impact de nos croyances sur notre perception du monde ? Marion Blick le dit bien dans son livre « J'arrête les croyances limitantes ». Elle explique que les croyances limitantes sont des filtres qui nous empêchent de voir et de percevoir la vie telle qu'elle est. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes en permanence dans l'interprétation de notre vécu. Et tout ça va entraîner nécessairement une déformation de la réalité avec une vision différente des protagonistes de l'histoire et de la dévalorisation personnelle. Puisque nous adhérons à ces croyances, et bien souvent, ce n'est pas une vision positive de la vie qui est intégrée. Eh bien oui, on n'intègre pas qu'on est une pure merveille ou un chef-d'œuvre en général, à partir de nos croyances limitantes. Et c'est bien dommage. En général, on remarque que l'ego est bien malmené, et oui, même chez les personnes pour qui on pourrait penser qu'il est fort. À ce sujet, dès qu'une personne se la pète, entre guillemets, ça veut dire que la confiance en elle, elle n'est pas réelle. Quand on a confiance en soi, pas besoin de le montrer. On le sait, on le vit et on le rayonne. Plus les gens en font de l'étalage, et plus, moi en tout cas, j'ai l'impression que je ressens de plus en plus de compassion pour eux, parce que j'imagine la souffrance intérieure qu'il doit y avoir. Pour en revenir à l'estime de soi, due aux croyances limitantes, cette estime de soi va être progressivement écrasée par des injonctions ou même elle n'aura pas le temps de se développer si ces croyances sont présentes fortement dès le début de la vie. Par exemple, en séance individuelle, quand on demande aux personnes de raconter leur histoire, elles nous racontent leur vécu, leur souffrance à travers leurs propres filtres. Et comme on parle souvent des parents, quand on a la possibilité de comparer les deux récits, eh bien le vécu est complètement différent, avec des intentions différentes. Les parents, ils vont dire, par exemple, « C'est merveilleux d'avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée. » Et les enfants vont dire « Mes parents ne m'aiment pas. » Pourquoi ? Parce qu'une suite de comportements, de réactions, d'interdits et d'autres phrases entendues vont amener à cette conclusion « Mes parents ne m'aiment pas. » Ici, on ne juge pas la réalité des faits, on analyse le ressenti, le besoin et la souffrance de la personne. C'est ça qui est intéressant. Les croyances limitantes ne sont pas seulement des pensées isolées, mais elles se tissent dans le quotidien et la dynamique des relations familiales, créant ainsi des mythes et des sagas qui se perpétuent au fil des générations. Chaque membre de la famille, consciente ou non, va intégrer ces croyances comme des vérités universelles, des fondements de son identité. Elles deviennent une sorte de marque de fabrique familiale, ce qui renforce les liens, mais aussi les divisions au sein du groupe. Ces croyances qui peuvent prendre des formes variées, comme des valeurs, des attentes ou des récits communs, agissent comme des filtres par lesquels chaque individu se perçoit et se connecte aux autres.
Prenons l'exemple d'une famille qui croit en la chance. Cette conviction partagée, nous, dans notre famille, on est toujours chanceux, peut offrir un sentiment de sécurité et d'unité. Et là, pour le coup, c'est positif. Mais que se passe-t-il pour ceux qui, malgré leurs efforts, ne connaissent pas cette chance ? Sont-ils moins acceptés ou considérés comme des membres à part, le fameux mouton noir ? Dans ce cas, la croyance en la chance peut aussi engendrer des frustrations et des sentiments d'exclusion. Les membres de la famille qui n'éprouvent pas cette chance peuvent se sentir comme des anomalies ou des échecs, ce qui remet en question leur appartenance au clan familial. Alors cette dynamique peut aussi affecter les relations entre les membres. Ceux qui se sentent chanceux peuvent ne pas comprendre les difficultés de ceux qui luttent et vice-versa. Ce phénomène crée des fractures invisibles au sein de la famille où la conformité à une croyance partagée devient plus importante que l'acceptation des différences individuelles. Ainsi, au-delà de la croyance en la chance, c'est tout un mécanisme d'identité collective qui se joue. Et ces mythes familiaux ont la capacité d'influencer profondément les trajectoires de vie en incitant chaque membre à s'identifier, consciemment ou non, à une place particulière dans l'histoire familiale. Les croyances limitantes trouvent souvent leurs racines dans des expériences précoces où des messages implicites et explicites sont véhiculés par les figures d'autorité, comme les parents, les enseignants ou les proches. Ces messages, souvent donnés sous forme d'ordre ou de reproches, peuvent être perçus par l'enfant comme des vérités absolues sur ce qu'il est et ce qu'il doit être. Par exemple, des phrases comme « ne bouge pas »,« tais-toi »,« tu parles trop » ou « tu es pénible » ne sont pas seulement des instructions à suivre, elles portent des jugements implicites sur la personne de l'enfant. Elles lui transmettent des messages sur son comportement et plus profondément sur sa valeur en tant qu'individu. Lorsque ces messages sont répétés de manière régulière, l'enfant commence à les intérioriser et à se définir en fonction de ses critiques. Je suis trop bruyant, je dérange les autres, je n'ai pas le droit d'exprimer ce que je ressens. Ces idées s'insinuent lentement dans la conscience de l'enfant, formant des croyances limitantes sur ce qu'il peut ou ne peut pas être. Ce processus est particulièrement insidieux parce qu'il se produit au moment où l'enfant est en pleine construction de son identité et de sa place dans le monde. Ces croyances façonnent sa vision de lui-même et des relations avec les autres, renforçant l'impression qu'il n'est pas assez bien ou qu'il n'est pas acceptable tel qu'il est. Mais au-delà de l'impact sur l'estime de soi, ces messages induisent également un sentiment de peur et de danger. L'enfant apprend rapidement qu'il risque une sanction, que ce soit sous forme de réprimande, de rejet ou de désapprobation, s'il ne se conforme pas aux attentes imposées. Cette peur de la sanction, cette crainte de ne pas répondre à la norme, engendre une profonde anxiété. Le processus d'obéissance n'est plus perçu comme une coopération ou un choix conscient, mais plutôt comme une survie. Il faut se soumettre, sinon il y a une menace qui pèse sur soi. La peur devient donc une force motrice qui guide les comportements. L'enfant, puis l'adulte, peut s'autocensurer, éviter certaines actions ou émotions par crainte d'être jugé ou puni. Cette peur est insidieuse car elle ne se limite pas à un seul aspect de la vie de la personne, mais imprègne tous les domaines, de la communication à l'expression de soi. Ce processus conduit à la création de croyances limitantes profondément ancrées qui s'étendent au-delà de l'enfance et façonnent la manière dont l'individu interagit avec le monde, toujours sous l'influence de la peur du rejet et de la sanction. Et tout cela, ce n'est pas une question de vérité absolue, mais bien de ressenti et d'interprétation. Alors pourquoi ces croyances sont-elles si difficiles à déconstruire ? Et ça, si tu veux, ça vaut pour les enfants, comme je l'ai dit, mais aussi pour les adultes. Parce que ces croyances sont ancrées en nous depuis longtemps, et plus on est âgé, et plus ces croyances sont fortement ancrées,
car répétées depuis plusieurs années, et que le fonctionnement global de la personne se base dessus, puisque ses croyances n'évoluent pas ou très peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en débarrasse jamais. Ça veut dire qu'il va falloir enlever des couches progressivement dans nos croyances. Et c'est d'autant plus difficile qu'on a du mal à se projeter avec ces croyances limitantes. Parce que nous sommes enfermés dans un cercle, on va dire vicieux, comme un enregistrement qui tourne en boucle dans notre tête et dans notre inconscient. Donc, imaginer une vie différente sera plus difficile pour des personnes avec beaucoup de croyances limitantes, comparé à des personnes qui ont un esprit plus libre, peut-être plus créatif, et surtout qui s'adaptent plus facilement au changement. Et ça explique que deux personnes qui entendent la même phrase ne vont pas réagir de la même façon. L'une va l'intégrer progressivement et en faire un fondement, et l'autre va l'entendre, mais va aussitôt la laisser partir loin de son schéma. Et c'est cette capacité de renouvellement et d'adaptation qui va aider à faire le tri dans « je prends ou je ne prends pas » ce qui est dit, mais il sera aussi nécessaire d'avoir une bonne base de confiance en soi pour réussir à se détacher des phrases entendues. C'est ta capacité de prendre ce qui est bon pour toi. Et c'est ce qui explique aussi que dans des fratries, les messages sont les mêmes, ont été entendus de la même façon, mais ça explique que certains enfants prennent ou ne prennent pas les phrases et les croyances négatives. Alors, comment identifier ces croyances limitantes ? Elles vont se manifester de plusieurs façons. Par exemple, la procrastination. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui est le signe que tu penses ne pas avoir les ressources suffisantes pour affronter tes obligations. Et tu dois certainement entendre dans ta tête « je ne suis pas capable, alors autant ne pas essayer ». La deuxième façon de se rendre compte qu'on a des croyances limitantes, c'est le doute constant. Là encore, par tes croyances, tu penses n'être pas assez résolu pour pouvoir être certaine de tes décisions passées et pour pouvoir en prendre dans le futur. Et là, tu vas te dire « et si je me trompais ?» Ensuite, vient le fameux « oui mais » qui empêche d'avancer. Dans cette situation, peu importe ce que l'on te propose comme solution, il y a toujours un « oui mais » qui te renforce en plus dans tes convictions que rien ne va aller et que rien ne te va. C'est une forme d'insatisfaction chronique. Peut-être que là aussi, tu cherches trop la perfection. Enfin, le sentiment d'illégitimité. Je ne suis pas à ma place parce que tu as l'impression d'être en décalage avec ton entourage. Ça peut être professionnel, ça peut être familial et même amical. Ou parce que tu n'oses pas prendre cette place en te demandant ce que tu fais ici. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ces comportements ? Eh bien, si c'est oui, sache que ce n'est pas une fatalité. Alors, comment nos relations renforcent aussi nos croyances limitantes ? Donc, en plus de tout ça, tout ce qu'on vient de dire, notre entourage joue un rôle aussi clé dans le renforcement ou la création de nos croyances limitantes. Nos proches, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis ou même de nos collègues, ont parfois une perception de nous qui ne correspond pas forcément à la réalité. Et pourtant, cette vision peut nous enfermer dans une image figée, voire nous empêcher d'explorer pleinement notre potentiel. Prenons un exemple simple. À l'école, lorsqu'il fallait composer des équipes de sport, les capitaines choisissaient souvent leurs coéquipiers en fonction de l'image qu'ils avaient d'eux, plutôt que de leurs véritables compétences. Peut-être que tu étais perçu comme le petit intellectuel et qu'on ne t'a jamais laissé prouver que tu pouvais être un bon joueur. Ou à l'inverse, si tu étais considéré comme le sportif, personne ne t'imaginait exceller dans d'autres domaines comme l'art ou la littérature. Ce type d'expérience peut laisser des traces et on finit par intérioriser ces étiquettes et s'y conformer, même inconsciemment. Dans le monde professionnel, ce phénomène est tout aussi présent. Imaginons un manager bienveillant qui, pensant protéger une employée stressée, décide de ne pas lui proposer un projet intéressant. Elle dira non, elle a déjà trop de choses en tête en ce moment. Sur le papier, cela semble être une marque d'attention
et de bienveillance. Mais en réalité, cette personne n'a même pas eu l'occasion de choisir par elle-même. Peut-être que ce projet aurait été une opportunité idéale pour elle, un levier de motivation ou un moyen d'évoluer. En décidant à sa place, son collègue a, sans le savoir, renforcé une croyance limitante « je ne suis pas capable d'en faire plus », « on ne me fait pas confiance » ou encore « je dois prouver que je vais bien pour avoir des opportunités ». Ces croyances limitantes, véhiculées par l'extérieur, nous influencent plus qu'on ne le pense. Elles se glissent subtilement dans nos décisions, nos ambitions et même dans la manière dont nous nous percevons. Alors la vraie question à se poser est: combien d'opportunités avons-nous laissé passer simplement parce qu'on nous a fait croire, consciemment ou non, que ce n'était pas pour nous? Mais là, bien sûr, il n'est pas question de se culpabiliser. Alors comment s'en libérer? Heureusement, on a envie de lutter parfois parce qu'on a comme un sursaut d'orgueil ou d'ego qui est justement là pour nous protéger et qui se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce fonctionnement. Mais c'est comme si finalement on était bloqué dans ce schéma. Et c'est comme si tu étais tiraillé entre la partie de toi qui veut évoluer et celle qui se dit que ça a très bien marché jusqu'à présent puisque tu es toujours là. Et c'est ça qui va créer finalement un conflit intérieur et qui va empêcher, qui va freiner l'état d'harmonie et d'équilibre. Alors comment ça se manifeste concrètement? Tu vas peut-être te reconnaître. Et ça, ce n'est pas grave. Au contraire, ça va être d'un côté très enrichissant pour mieux te connaître et d'un autre côté, tu vas pouvoir agir sur ces parties-là qui te posent problème. Alors voici une première piste pour déconstruire tes croyances. Déjà, identifie-les. Quels sont les schémas de pensée qui reviennent souvent? Là, tu peux les noter et tu vas voir si celles-ci sont récurrentes et écoute aussi les personnes qui sont autour de toi pour savoir si ces pensées sont là depuis longtemps. Ensuite, demande-toi si elles sont vraiment vraies. Est-ce que cette croyance est-elle un fait ou une interprétation? Est-ce que tu as des preuves de ce fait ou est-ce que c'est quelque chose que tu as interprété, toi ou ton entourage? Et ensuite, troisième point, teste-en de nouvelles. Remplace « je ne suis pas faite pour ça » par « et si j'essayais ». Dans les réactions possibles à ces croyances limitantes, tu vas soit les écouter, même inconsciemment, soit agir à l'exact opposé. Ce qui en soi est quand même un contrôle de la croyance, puisqu'elle t'oblige à agir à l'opposé d'elle-même. C'est donc encore être piégé par cette croyance. Par exemple, tu vois tes parents trimer au travail. Bon, je n'ai pas d'autre mot que trimer. Et toi, tu vas plutôt choisir un métier tranquille, entre guillemets, qui te demandera le minimum de disponibilité cérébrale ou physique, selon tes choix, et l'image que tu as du travail. Tu vas pouvoir profiter de la vie. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux te défaire de tes croyances limitantes en mettant en premier lieu le doigt dessus. La conscientisation de tes croyances ne va pas tout régler, mais déjà, te voir fonctionner est un premier pas vers la libération. Les croyances limitantes englobent donc tes interprétations, ta vision du monde et la mémoire collective. Et tout ça, ça parcourt notre cerveau à l'aide de chemins neuronaux qui vont s'activer selon les situations vécues et se renforcer quand tu auras résolu un problème à partir de tes croyances. Imagine un chemin tracé dans une forêt. Plus on l'emprunte, plus il est visible et difficile à effacer. Mais si on cesse d'y marcher et que l'on crée de nouveaux sentiers, l'ancien finira par disparaître. Ça peut déjà te donner des pistes sur tes besoins profonds. Besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'être aimé, etc. Il y en a d'autres. Et pour ça, je t'invite à te tourner vers la pyramide de Maslow, qui reprend les besoins inhérents à l'être humain et qui les classifie. Cette pyramide permet de clarifier nos besoins intérieurs et nous permet de nous situer par rapport à eux. J'aime aussi beaucoup l'idée des affirmations positives qui vont créer de nouveaux chemins neuronaux à l'intérieur du cerveau, si et seulement si
on donne les mêmes conditions d'intégration lorsque l'on intègre des croyances limitantes. Les affirmations positives ne sont pas seulement répétées comme un perroquet, c'est aussi s'aider de la visualisation, par exemple, et des émotions que l'on va ressentir au moment où on vit ce que l'on est en train de dire. C'est très important à prendre en compte. Quand on travaille avec les affirmations positives, il faut d'une part visualiser que tu es en train de vivre ce que tu dis et en même temps ressentir ce que ça te fait de vivre cette affirmation. L'inconscient va chercher à revivre cette émotion enthousiasmante en développant la créativité par exemple et donc la capacité à résoudre des problèmes pour atteindre l'objectif énoncé. Et enfin, pour que ça marche, il faut les répéter et les répéter tous les jours, de préférence le matin, car l'esprit est quand même plus frais, moins pollué par des tas de pensées, et ça doit venir ton réflexe du matin. Le soir aussi, quand tout est calme, tu peux aussi t'endormir sur ces belles pensées, à condition de ne pas t'endormir épuisé, évidemment. Et c'est donc toute une rééducation cérébrale que tu vas mettre en place. Tu vas changer les paramètres, changer de sentier et en créer de nouveaux. Et là où c'est intéressant, c'est que ces nouveaux paramètres, tu les choisis. Ce n'est plus une imposition peut-être extérieure, mais aussi de ton mental et de ton inconscient. Là, c'est toi qui choisis les belles paroles, les bons mots et les bonnes émotions que tu veux sentir à l'intérieur de toi. Et après tout ça, si tu vois que ça apaise déjà des choses, c'est déjà très bien. Si tu sens en revanche que c'est encore difficile pour toi de te détacher de tes croyances, j'ai envie de te recommander de te rapprocher de la technique énergétique ou de développement personnel de ton choix pour y arriver. Alors moi, ma technique favorite, c'est la kinésiologie, parce qu'on travaille fort sur ces chemins neuronaux et que c'est ma technique d'amour. Mais tu as l'embarras du choix pour t'aider dans ta résilience et je t'invite à poursuivre ce travail dans l'action. C'est hyper important. Alors j'aime beaucoup cette citation de Lao Tzu. « Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. » Je trouve que ça remet à sa place chacune de nos expériences et surtout, on choisit ce que l'on veut garder dans sa vie, une belle histoire de résilience. Se libérer de ces croyances limitantes, c'est se donner la chance de créer une vie alignée avec ses vrais désirs. C'est un voyage et tu as déjà fait le premier pas en écoutant cet épisode. Merci à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Futur Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.